Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons voir la théorie, nous allons découvrir la théorie du marché, de la demande, de l'offre et des élasticités. C'est moi, René Saviman, qui vais dispenser ce cours. Nous allons nous appuyer sur cette figure où nous avons d'une part le prix, nous avons d'une part la demande, la courbe de demande, et nous avons de l'autre côté la courbe de l'offre. Mesdames, Messieurs, c'est quoi un marché? Un marché, c'est, nous la définissons comme un échange volontaire. C'est un lieu de rencontre entre acheteurs et vendeurs. Alors, ils échangent de façon volontaire. Le vendeur amène le produit, l'acheteur amène de l'argent. Alors, quels sont les types de marchés qui existent? Les marchés peuvent être physiques comme ils peuvent être virtuels. Nous parlons de marchés de biens et services, de marchés de facteurs de production, de marchés financiers ou de marchés de change. Il peut y exister encore d'autres types de marchés selon qu'il y a des acteurs. Alors, nous avons vu que sur le marché se rencontrent vendeurs et acheteurs. Alors, l'offre caractérise le vendeur. C'est quoi alors la loi de l'offre? On dit que ceteris paribus, qui peut se traduire littéralement par toute chose égale par ailleurs, la quantité offerte d'un bien augmente lorsque son prix augmente. Alors, si nous nous trouvons au niveau de cette figure, vous allez constater que, donc, lorsque le prix est fixé à P1, la quantité sera fixée à Q1. Tandis que, alors, nous sommes sur cette courbe, et lorsque le prix augmente à P2, dans ce cas, nous avons Q2 qui va aussi augmenter là-bas. Alors, quels sont les déterminants de l'offre? Alors, une série de facteurs déterminent l'offre, tels que, comme nous l'avons dit, le prix du produit, le prix des facteurs de production, la technologie, les autres facteurs, tels que les taxes, la TVA, oui, augmenter le prix, donc les anticipations pour les types, les actions, les obligations, etc., etc. Et donc, on dira que la quantité offerte, c'est une fonction du prix des facteurs, de la technologie, des taxes, des anticipations, etc., etc. Ces facteurs peuvent déplacer la courbe d'offre soit à droite, soit à gauche. Qu'est-ce que c'est la loi de la demande? Qu'est-ce que signifie la courbe de la demande? Alors, nous avons vu que la demande caractérise l'offreur, alors, plutôt l'acheteur. Alors, ceteris paribus, on dit que la quantité demandée d'un bien diminue quand le prix augmente. Ceteris paribus, je l'ai dit, toute chose égale par ailleurs. Et donc, on dira que la fonction de demande est une fonction décroissante du prix. Alors, quels sont les déterminants de la demande? Alors, lorsque vous voulez acheter, donc vous allez être influencé par une série d'autres facteurs, tels que le prix des biens en question, le prix des substituts, le prix des compléments, le revenu des consommateurs, le goût, les anticipations, etc. Nous allons les expliquer ultérieurement. C'est quoi les substituts? Les substituts ou les compléments? Un substitut, c'est un bien pour lequel donc, on peut consommer celui-ci ou on peut consommer celui-là et avoir la même satisfaction. Mais en complément, lorsqu'on consomme l'un, on doit nécessairement consommer l'autre. Quels sont les exemples pour les compléments? On a par exemple la chaussure gauche et la chaussure droite, le pneu gauche et le pneu droit, l'amortisseur gauche ou l'amortisseur droit. Et pour les biens substituts, on peut parler de Fanta orange, Fanta citron, Fanta, voilà, voilà. Mais la bière Amstel ou bière Primus, je ne sais pas si ça peut se remplacer, etc. Alors, les déplacements de la courbe de demande peuvent se réaliser notamment soit à une variation du revenu du consommateur, soit à une variation du prix des subventions. Alors, les deux demandes, la demande et l'offre, déterminent ce qu'on appelle l'équilibre du marché. Alors, lorsque
La rencontre entre la demande et l'offre détermine l'équilibre. Alors, ici, nous avons un prix d'équilibre et une quantité d'équilibre. Lorsque le prix est fixé au-dessus du prix d'équilibre, on va par l'offreur ou le vendeur est disposé à vendre plus, alors que lorsque le prix est fixé en dessous du prix d'équilibre, l'acheteur est disposé à acheter plus. Dans ce cas ici, dans le cas, il se crée une pénurie, alors que dans le premier cas, il se crée normalement un surplus. Alors, ici, nous étions dans le cas où le prix est fixé par le marché. Cependant, le prix peut être déterminé, peut être fixé par les gouvernements où on dit qu'il est réglementé. Dans ce cas, on peut parler de prix plafond et de prix plancher. Le prix plafond, c'est un prix qui sera fixé en dessous du prix d'équilibre, tandis que le prix plancher, ça sera un prix qui est fixé au-dessus du prix d'équilibre. Lorsqu'on parle de prix plafond, il s'agit de la protection de l'acheteur, tandis que le prix plancher protège les vendeurs. Alors, des exemples, il y en a, le contrôle des loyers, le contrôle des prix du carburant. Et pour les prix planchers, on peut parler des salaires minimums, le prix du café, le prix des matières premières comme le café, comme le cacao, etc. Maintenant, alors, nous allons terminer par une notion qui est liée à ce qu'on appelle les élasticités. Nous commençons par l'élasticité prix de la demande. C'est quoi l'élasticité prix de la demande? On dit qu'il s'agit d'une mesure d'une variable par rapport à une autre. Donc, c'est une variable qui est indépendante des unités de mesure de prix et de mesure la réaction de l'acheteur face à une variation du prix. Alors, si nous avons vu que lorsque le prix augmente, la quantité diminue. Alors, combien, à quel niveau cette quantité va-t-elle diminuer? Alors, on dira que c'est lorsque le prix augmente, l'autre diminue, donc le signe devra nécessairement être négatif et il n'y a pas d'unité de mesure. Aussi, on dira que donc, la notion d'élasticité, c'est une notion qui est ponctuelle. Ponctuelle, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que chaque fois qu'on se déplace sur la courbe de demande, par exemple, nous sommes ici, alors, chaque fois que l'on quitte un point ici pour se déplacer vers là-bas, l'élasticité va diminuer, tandis que lorsque l'on monte selon le niveau d'élasticité qui existe, on peut classer en demande élastique par rapport au prix, en demande unitaire d'élasticité unitaire, en demande inélastique ou parfaitement inélastique ou parfaitement élastique. On dira qu'une demande est élastique lorsque l'élasticité est prise en valeur, la valeur de l'élasticité en valeur absolue est supérieure à l'unité. Elle est d'élasticité unitaire lorsque la valeur absolue est égale à l'unité, ou elle est alors inélastique par rapport au prix lorsque elle est, donc l'élasticité est comprise entre 0 et l'unité. Du inélastique, ça veut dire quoi? Inélastique, ça veut dire que même lorsque le prix augmente, la demande ne va pas varier sensiblement. Tandis que si c'est élastique, la demande va varier sensiblement. On peut parler aussi de ce qu'on appelle des élasticités croisées. Dans ce cas, alors, tout à l'heure, nous avons parlé de substitut et de complément. Alors, nous allons évaluer la sensibilité de la variation de la quantité face à la variation d'un substitut ou d'un complément. Alors, lorsque l'élasticité est positive, les statistiques croisées positives, on dira que les deux biens sont substituables, tandis que lorsque l'élasticité croisée est inférieure à 0 et négative, on dit que les deux biens sont complémentaires. On peut parler aussi de l'élasticité revenu, qui est la sensibilité de la quantité demandée à une variation du revenu des consommateurs. Alors, pour des biens normaux, on s'attaque à une augmentation du revenu, la quantité demandée aussi devra augmenter. Dans ce cas, on parlait de biens normal, tandis que donc pour des biens inférieurs, la quantité diminue. On peut parler aussi de l'élasticité prix de l'offre qui mesure la sensibilité de la quantité offerte aux variations du prix du bien. Comme on l'a fait pour la demande, donc l'élasticité peut être, la demande peut être inélastique, élasticité unitaire ou pratiquement élastique. Je vous remercie.